Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les signaux périodiques qui s'appelle quadripôle, donc qui est tiré d'un oral de centrale. Et donc on nous dit qu'un quadripôle est constitué de deux dipôles D1 et D2 et qui contient une résistance, une bobine et un condensateur, donc c'est pas précisé mais supposé idéaux. On relie tout d'abord l'entrée à une pile de force électromotrice E0 égale 15 volts, la sortie étant ouverte, et on mesure au bout d'un temps très long un courant d'intensité 15 mA. Et ensuite, on remplace le générateur continu par un générateur sinusoïdal et on observe qu'on a un passe-bande et on nous donne F0 et la bande passante. Et donc, on veut montrer que le condensateur, dans un premier temps, ne peut pas être branché en série. Donc ici, on va utiliser la partie avec le générateur continu, avec la pile. Eh bien, on sait qu'en régime permanent, un condensateur en régime permanent continu, tout du moins, un condensateur se comporte comme un coupe-circuit. Se comporte comme un coupe-circuit, pour la simple et bonne raison que I est égal à C DUC sur dt. Donc si la tension est constante, l'intensité est nulle, puisque la dérivée va donner 0. Donc, comme on mesure I0 différent de 0, eh bien, le condensateur est forcément branché en parallèle sur une des branches, soit D1, soit D2, forcément branché en parallèle sur D1 ou D2, de manière à ne pas couper le courant, puisque la bobine, elle, se comporte comme un fil. On n'a pas précisé ici, la bobine se comporte comme un fil, donc c'est pas elle qui peut couper le courant. Se comporte comme un fil, ça c'est dû en régime permanent continu, ça c'est dû à la loi de Faraday, U égale LDI sur dt. Voilà. Donc on vient de montrer que le condensateur ne pouvait pas être branché en série. Et là, on me demande maintenant d'identifier D1 et D2. Et donc on a 4 montages possibles finalement. Puisqu'on doit mettre le condensateur en parallèle. Donc je vais mettre soit la résistance avec le condensateur par-dessus, RC et la bobine ici. Voilà, avec la tension d'entrée et la tension de sortie. Alors je crois que ça s'appelle VE et VS plutôt que UE et US. C'est un petit peu pareil, mais... Et donc je peux aussi brancher le condensateur sur la bobine ici. Voilà, et après on va regarder un petit peu comment se comporte le filtre ainsi créé. Et si on arrive à fabriquer un passe-bande ou non, puisque le but est de fabriquer un passe-bande. Voilà, je vais faire l'étude asymptotique juste après, je vais laisser un peu de place. Ou alors, je viens brancher le condensateur en parallèle sur le dipôle D2, donc soit aux bornes de l'inductance, de cette manière, soit aux bornes de la résistance. Donc voilà les différentes possibilités que j'ai pour mon circuit. Voilà. Et donc maintenant, je vais me placer en RSF. Donc étudions en RSF. Donc je vais tracer en violet à basse fréquence. Donc on rappelle qu'à basse fréquence, un condensateur et une bobine ont des comportements remarquables. La bobine se comporte comme un fil, puisque U égale ZI et Z égale J oméga L. Le condensateur se comporte comme un coupe-circuit. Et à haute fréquence, je vais le faire d'une autre couleur, je vais le faire en orange. À haute fréquence, c'est le condensateur qui se comporte comme le fil et la bobine qui se comporte comme le coupe-circuit. Et donc je vais redessiner mes circuits à basse fréquence et haute fréquence. Donc à basse fréquence ici, voilà, le condensateur coupe le courant, la bobine se comporte comme un fil. Donc on a bien Vs qui est égal à 0 à basse fréquence. Ici le condensateur coupe le courant et la bobine se comporte comme un fil. Donc là on a Vs égale Ve. Ici le condensateur coupe le courant et la bobine se comporte comme un fil, donc on a Vs égale 0, puisque la tension, c'est une tension borne d'un fil. Et ici, ça coupe le courant, et là, c'est un fil.
Donc ça se comporte tout simplement comme Vs égale VE. Et je fais pareil maintenant à haute fréquence. Donc cette fois-ci, mon condensateur se comporte comme un fil, ma bobine comme un interrupteur ouvert. Donc ici, la résistance est court-circuitée, donc on obtient Vs égale VE. Ici, le condensateur se comporte comme un fil, la bobine comme l'interrupteur ouvert. On a une espèce de symétrie. Donc on a tout simplement Vs égale, alors là on n'a pas de courant ici, donc on a Vs égale VE également. Ensuite, ici c'est la bobine qui se comporte comme un coupe-circuit et le condensateur comme un interrupteur fermé. Donc on a Vs égale 0 toujours, à cause du fil. Et là, on a Vs égale 0 puisqu'on a un fil également. Et donc nous, on cherche un passe-bande. Eh bien, le passe-bande, c'est un filtre qui coupe à la fois les basses fréquences et les hautes fréquences. Et donc on identifie ici notre passe-bande, qui est donc le circuit recherché. Voilà, on a réussi à identifier la manière de créer un filtre passe-bande à partir de nos dipôles. Donc on me demande d'en déduire la valeur numérique des composants R, L et C. Donc pour cela, on va maintenant faire une étude un peu plus propre du circuit. On va calculer la fonction de transfert de ce circuit. Voilà, L et C. Voilà. Et donc le générateur de tension sinusoïdale, VE, est en sortie Vs. Donc on va évidemment passer par des équivalents complexes. Donc on va avoir ZR ici, ZL ici, ZC. Voilà. Et donc mes tensions VE et Vs qui sont là. Donc pour pouvoir appliquer un diviseur de tension, on va évidemment commencer par créer un dipôle équivalent ici, aux bornes de la bobine et du condensateur, avec 1 sur ZEC égale 1 sur ZL plus 1 sur ZC. Voilà. C'est-à-dire 1 sur J oméga L plus 1 sur J oméga C, c'est-à-dire J oméga C. Voilà. Et ensuite, j'applique le diviseur de tension. Donc H est égal à Vs sur VE. Et donc ça va être égal à ZEC divisé par ZR plus ZEC. Et donc là, je vais utiliser l'astuce habituelle. Je divise par ZEC. Ça fait 1 sur 1 plus ZR fois 1 sur ZEC. Et 1 sur ZEC, on l'a juste au-dessus. Donc ça nous simplifie un petit peu la vie. Ça fait donc 1 divisé par 1 plus R fois 1 sur ZEC, qui est 1 sur J oméga L plus J oméga C. Et donc on se retrouve avec 1 sur 1 plus J. On se retrouve avec du R sur oméga RC, pardon, moins R sur oméga L. Et donc pour identifier oméga 0 et Q, on va passer par la forme canonique du passe-bande, qui est que H est égal à H0 divisé par 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc j'identifie directement que H0 ici est égal à 1. Et ensuite, je vais venir identifier deux choses. Le terme en oméga RC, qui doit être égal à Q oméga 0 sur oméga. Q oméga, pardon, sur oméga 0, qui doit être égal à oméga RC. Et je vais identifier le deuxième terme, qui est Q oméga 0 sur oméga, qui doit être égal à R sur oméga L. Voilà. C'est un petit peu long, mais... Et donc on va maintenant pouvoir s'en sortir, puisqu'on a un système de deux équations à deux inconnues, où les oméga n'interviennent pas. Et donc si je fais 1 fois 2, eh bien les oméga 0 se simplifient. Il va me rester Q carré est égal à
R carré C sur L. Donc je déduis directement Q. Q est égal à R racine de C sur L. Et enfin, oméga 0, si je fais 1 divisé par 2, cette fois-ci, ou 2 divisé par 1 plutôt, ça me permet d'avoir oméga 0 carré directement, qui est égal à 1 sur LC. Et donc j'en déduis oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Alors en quoi ça m'aide? Eh bien, j'ai identifié les expressions de mes paramètres oméga 0 et Q. Et maintenant, je vais aller me chercher les informations de l'énoncé qui vont me permettre de remonter à oméga 0 et à Q. Donc la première information la plus intéressante, évidemment, c'est F0, qui vaut 1160 Hz. Donc on a F0, qui est rien d'autre que oméga 0 sur 2π, qui est donc égal à 1,16 kHz. Et donc F0, qui est égal à oméga 0 sur 2π, donc 1 sur 2π, racine de LC, forcément. Donc, première identification intéressante ici. Alors, la deuxième information intéressante, c'est l'information de l'énoncé qui nous donne la bande passante, puisque la bande passante nous est fournie et vaut delta F égale 340 Hz. Et donc là, on va revenir sur un résultat de cours du passe-bande. On a que delta F égale 340 Hz, et donc on a un résultat de cours qui nous dit que delta F c'est égal à F0 sur Q. Donc plus Q est grand, plus la bande passante est petite, où Q est le facteur de qualité. Et donc on en déduit que Q est égal à F0 sur delta F. Et donc on peut obtenir le résultat numérique puisqu'on a F0 qui vaut 1160 divisé par 340. Ça nous fait 3,4 comme facteur de qualité. Sauf que dans Q et dans oméga 0, il y a 3 paramètres. Il y a R, L et C. Et ici, on n'a que 2 équations. F0 et delta F. Donc il nous faut une troisième information. Et la troisième information, c'est celle du départ, celle concernant la pile. On a 15 volts et 15 mA. Et donc en fait, on va se mettre en régime permanent continu. Et en régime permanent continu, comme on l'a vu au tout début, on rappelle que le condensateur se comporte comme le coupe-circuit, que la bobine se comporte comme le fil. Et dans ce cas-là, le circuit devient la pile. Ici, on avait la résistance qui va rester une résistance. Et donc le condensateur et la bobine qui se comportent de cette manière. Et on a un ampèremètre qui mesure le courant avec I0 égale 15 mA. Et donc ici, une tension qui vaut 15 volts. Et donc finalement, évidemment, cette tension ici est nulle, puisque c'est la tension borne d'un fil. La bobine se comporte comme un fil. Et donc on a l'information intéressante qui est que I, finalement, I0 est égal à E sur R, tout simplement. Et donc que R est égal à E sur I0. Et donc on a vu que c'était 15 volts sur 15 milliampères. Et donc ça nous fait 1,0 kOhm, puisque évidemment les milliampères, ça fait 10-3 ampères. Et donc on a obtenu que R valait 1 kOhm. Et maintenant qu'on a R, eh bien on va se servir des informations qu'on a obtenues précédemment, à savoir que Q sur oméga 0 est égal à RC par exemple. Donc enfin, on a obtenu que Q sur oméga 0 est égal à RC, et donc que C est égal à Q sur R fois oméga 0 qui est donc 2π F0. Et donc je peux faire l'application numérique, puisque Q on a obtenu 3,4 divisé par R, donc 1000 ohms, fois 2π fois F0 qui est 1160. Et donc je tombe sur 4,7 fois 10 puissance moins 7 farad. Et enfin, on a obtenu que Q oméga 0 est égal à R sur L. Donc on en déduit que L est égal à R divisé par Q oméga 0, c'est-à-dire Q fois 2π F0. Et donc on peut faire l'application numérique, ça fait 1000 divisé par 3,4 fois 2π fois 1160. Et on obtient 0,040, autrement dit 40 millihenry. Donc les ordres de grandeur sont plutôt satisfaisants, du millihenry pour une bobine, du
du 0,1 microfarad, on va dire, pour la capacité et du kilo-ohm pour la résistance. Et donc, c'est totalement satisfaisant pour des composants de 2 TP, par exemple. Et donc maintenant, on nous dit qu'on envoie en entrée un signal carré, un créneau, tout simplement, et déterminer l'allure du signal de sortie selon que la fréquence est très petite ou très grande. Alors, c'est pas précisé, mais c'est très petite ou très grande devant, évidemment, F0. Hein. Donc ici, on a un passeband. Et la caractéristique du passeband, c'est que son diagramme de Bode, il est tel qu'il ressemble asymptotique, tout du moins, à un triangle, entre guillemets, avec pour nous, ici, la bande passante, qu'on peut déterminer de cette manière-là. Voilà, ici, on aurait au centre la bande passante, qui nous est donnée dans l'énoncé, 340 Hz. Et des deux côtés, les bandes rejetées, qui ne sont pas exactement la même signification. Donc ici, on a une bande rejetée à basse fréquence. Et ici, on a une bande rejetée, que j'appelle BR, à haute fréquence. Et dans ces deux bandes rejetées, eh bien, le filtre passeband a un comportement remarquable. Aux basses fréquences, on a l'équivalent d'une bande rejetée pour un filtre passe haut aux basses fréquences. Donc là, on a ce qu'on appelle le comportement dérivateur du filtre. Et à haute fréquence, on a le comportement intégrateur du filtre. Ici, voilà. Donc selon la fréquence du signal créneau que l'on envoie en entrée, eh bien on va avoir soit un comportement dérivateur, soit un comportement intégrateur. Évidemment, ici, on va étudier les deux cas. Donc dans un premier temps, on me demande de réfléchir sur le signal carré. Et donc, si la fréquence du signal carré est très très petite devant F0, eh bien, toutes les composantes du créneau vont être dérivées, tout simplement. Et donc, on aura, si en entrée j'ai un signal créneau, dessiné en orange, eh bien le créneau va être dérivé. Alors la dérivée du créneau, c'est un petit peu particulier, puisque le créneau, on va l'étudier par morceaux. Comme il est quasiment constant partout, on aura une sortie qui sera quasiment nulle partout. Et en fait, on va avoir des petits pics qui vont correspondre aux discontinuités du créneau lorsqu'on passe d'une valeur minimale à une valeur maximale. Et donc, on va avoir quelque chose comme cela. Alors évidemment, cela suppose que f soit très très petit devant f0. Attention, un créneau possède une infinité d'harmoniques. Vous avez la fiche de révision qui vous permet de bien voir ça. Donc, un créneau possède une infinité d'harmoniques, donc il faut évidemment que la fréquence soit très petite devant F0, de telle sorte à ce que toutes les harmoniques soient dérivées, et pas qu'il y ait une harmonique qui soit dans la bande passante, sans quoi on n'aurait pas du tout ce phénomène. De la même manière, si F est très grand devant F0, alors ici c'est moins restrictif que dans le premier cas, puisque les harmoniques seront forcément à des fréquences élevées et seront dans la bande rejetée, eh bien le créneau sera intégré, tout simplement, et donc on va... Je vais tout simplement le reprendre, ce créneau que j'ai dessiné ici. Eh bien, mon créneau va être intégré, et l'intégrale du créneau, eh bien, comme il est constant par morceau, ça va me donner des portions affines, et donc ça va me donner en fait un signal qui va être triangulaire. Évidemment d'amplitude plus petite, puisque on est dans la bande rejetée, donc on perd de l'amplitude, mais l'intégrale du créneau va me donner le triangle, et donc on peut faire le même travail pour le triangle. Donc ici, évidemment, je ne l'ai pas précisé avant, mais s'il y a une valeur moyenne, la valeur moyenne est forcément éliminée, puisque la valeur moyenne, c'est la composante de fréquence nulle, et pour un passeband, elle est éliminée, et ça sera pareil pour le triangle. Et donc le triangle, si f est très petit devant f0, on aura une dérivation, et si f est très grand devant f0, on aura une intégration. Donc je vais reprendre mon triangle qui est ici. Voilà.
Donc si j'ai une dérivation du triangle, évidemment je vais retrouver le créneau. Donc je vais retrouver le créneau qu'on a obtenu ici. Et par contre, si j'ai une intégration du triangle, les triangles sont des portions affines, eh bien ça va me donner des arcs de paraboles et on va avoir quelque chose qui va potentiellement ressembler à une sinusoïde avec malheureusement plus d'harmonique qu'une sinusoïde, mais voilà, on aura quelque chose comme cela. Donc voilà pour cet exercice qui est assez riche et assez technique, comme tout exercice d'oral de centrale, mais on peut faire pas mal de choses avec un petit exercice de ce type. Donc s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire.